Cette fois-ci, on va quitter le Brésil. On va rester en Amazonie, on va quitter le Brésil pour s'intéresser à la Guyane française, donc à un département d'outre-mer français. Ce cas, il est intéressant. Il est intéressant parce que... Ah, s'il vous plaît, j'ai juste la voix morte. Et ce cas, il est intéressant parce que c'est toujours assez facile de critiquer les voisins. C'est toujours assez facile de critiquer les autres pays. C'est toujours assez facile de critiquer les autres cultures. Mais c'est intéressant donc à ce moment de profiter du cas guyanais, qui est un cas particulier parce qu'on a un cas où on a un pays du Nord, la France, qui se retrouve au Sud. Et donc est-ce que la France elle est capable de mieux gérer son territoire comme pays du Nord, comme pays industrialisé que les autres pays tropicaux? Est-ce qu'il y a les pays tropicaux auraient une maladie spécifique que les pays du Nord, au moment où ils sont sous les tropiques, ils n'ont pas? Ça, c'est intéressant comme question. Donc, est-ce qu'on s'en sort mieux ou pas, quoi? C'était un peu le cas, ça va être un peu l'idée de ce cas-là. Bah, évidemment, la réponse, elle est non. Hein. Enfin, on s'en sort pas mieux. Mais donc, pourquoi? Alors que normalement, on devrait, alors qu'on est souvent des bons donneurs de leçons à l'échelle internationale quand il faut protéger l'Amazonie. On a beau rôle d'expliquer que c'est supposément le poumon de la planète, que les Brésiliens sont des salauds de défrichés. Et nous, le tout petit bout d'Amazonie qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'on a la Guyane, je crois que ça représente moins de... Combien ça représente? Ah, les trois Guyanes réunies, je crois qu'elles font quelque chose entre 3 et 4% de l'Amazonie totale. Le Brésil, l'Amazonie brésilienne, c'est 60% de l'Amazonie totale. Donc la question, elle est, est-ce que nous, sur quelque chose comme 1% de l'Amazonie, on est capable de mettre en place des politiques environnementales un petit peu ambitieuses qui peuvent faire rougir les voisins, ou pas? La Guyane en quelques chiffres. Donc, j'imagine que tout le monde le sait, mais c'est un département français. Une superficie qui représente 1/5 de la métropole. Une population de 300 000 habitants, une densité faible, une démographie galopante, où 50% de la population a moins de 20 ans, un taux de chômage très élevé, record, un territoire où les activités économiques, la première source d'emploi, c'est les services publics, suivi par le secteur spatial, puis l'exploitation aurifère. Et un taux de couverture forestier de l'ordre de 90%, de plus de 90%. De par sa démographie, sa densité, son taux de couverture forestière, on est vraiment sur un cas sud. On est sur un territoire du sud, une population très jeune, des niveaux de PIB qui sont faibles, des taux de chômage qui sont très élevés. On est sur un territoire du sud, ça doit être un département français. De vue de très très loin, il n'échappe pas vraiment à la règle. Ce dernier cas, les deux précédents cas, on s'est intéressé à la pastoralisation de l'Amazonie, on s'est intéressé à la conversion de la forêt en pâturage. Sur ce cas-là, le facteur de destruction environnementale, de fragmentation, c'est pas l'arrivée des bovins, c'est l'implantation ou c'est le développement des mines, et spécialement des mines d'or. Vous avez dû entendre parler en fait, de l'or de Guyane, et en fait plus généralement de l'or du plateau des Guyanes. C'est un socle géologique où on rencontre des filons, des teneurs en or qui peuvent être élevés, voire très élevés. Et donc, mais évidemment, l'or, il est sous la terre. Pour aller le chercher, il faut enlever la couverture forestière, que ce soit de l'or, essentiellement lorsque c'est de l'or alluvionnaire. Bref, on va simplifier. Il faut enlever, il faut toucher à la couverture forestière pour pouvoir accéder à la ressource minérale. Et donc, ça génère des impacts. Ça génère des impacts sur le milieu qui sont doubles. Les premiers, c'est ceux auxquels on pense tout de suite. C'est la déforestation. Et donc là, on a une image de l'évolution de la déforestation entre 2000 et 2008, entre les trois Guyanes,
Ici, on a la Guyane française, le Suriname et le Guyana. Donc pourquoi cette échelle? En fait, voilà, donc j'ai travaillé au WWF pendant 3 années en Guyane française sur un programme régional qui couvrait les 3 Guyanes. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en termes de déforestation, donc en termes de changement de la couverture forestière, on passe entre 2000 et 2008 par un facteur 3 au niveau des 3 Guyanes, en termes de superficie défrichée, donc une augmentation importante. Donc on peut se dire que peut-être c'est les Suriname et Guyana qui sont pas super, qui sont pas très capables de gérer leur territoire. Lorsqu'on s'intéresse spécifiquement au cas de la Guyane, on regarde, on voit qu'en fait on reproduit à l'échelle de la Guyane cette dynamique-là, et qu'en fait les trois pays ont des dynamiques parallèles, une multiplication par 3, 3.2, 3.3 de la superficie défrichée en cette année. Le deuxième impact de l'exploitation aurifère auquel on pense moins, parce que les superficies défrichées, les chiffres en hectares peuvent paraître importants, mais si on les compare à l'avancée de la déforestation en Amazonie, c'est très très faible. Mais le point important de l'impact important de l'exploitation aurifère en Amazonie, il n'est pas seulement, ou il n'est pas exclusivement lié à la destruction de la couverture forestière, il est lié à la perturbation ou à la destruction des ressources en eau, donc des bassins versants, et donc qui, typiquement, vous avez dû voir ces films où on voit un chercheur d'or avec sa bâtée qui essaye de séparer là il utilise par gravité l'or des sables aurifères. Ça c'est pour les films. Aujourd'hui, la façon dont ça se fait, c'est avec des moyens mécanisés lourds, ou pour accéder à la ressource qui a précipité. Donc là, en fait, l'or alluvionnaire, c'est celui qu'on retrouve, comme son nom l'indique, dans les alluvions, qui a donc précipité dans le lit de la rivière. Donc ce qui est nécessaire, c'est de décaper la rivière, de détourner le cours d'eau, et d'accéder à l'or pour le retirer, et après, généralement, de le séparer par un moyen ou un autre, gravimétrique ou avec du mercure, on le verra. Mais donc ça suppose le détournement de la rivière, donc la destruction simple du milieu aquatique. Voilà, on détourne, il passait ici, le lit de la rivière, on le fait passer là, donc c'est fini. La perturbation en aval avec une turbidité sur des kilomètres qui modifie profondément les écosystèmes, modifie évidemment la photosynthèse des plantes aquatiques, modifie toute la chaîne trophique, les poissons qui chassaient à vue en eau trouble, ça devient plus compliqué la vie. Donc des impacts ponctuels de dégradation très très forts, et des impacts plus diffus qui s'étendent sur tout l'aval de l'activité minière quand elle est alluvionnaire. C'est ce qui ici a été mesuré. On retrouve des facteurs, donc des facteurs d'impact et des évolutions d'impact qui sont à peu près similaires à ceux que je décrivais en termes de déforestation, un peu même supérieurs en ce qui concerne la dégradation des cours d'eau. On parle ici de linéaire de cours d'eau détruits. Et une fois encore, lorsqu'on s'intéresse au cas guyanais, on observe qu'on n'échappe pas du tout à la règle des 3 Guyanes en matière d'impact sur les milieux aquatiques, avec un facteur 3.5, 4, pardon. Une question sans doute un peu bête, pourquoi est-ce qu'on doit couper la forêt si c'est dans les rivières? En fait, tu dois défricher sur les flancs, sur les bords, sur les forêts ripisciles, qui sont des forêts sur le bord qui aiment l'eau, des plantes qui aiment l'eau. Et donc pour pouvoir en infrastructure, pour pouvoir te mouvoir, pour accéder jusque-là, mais aussi pour ouvrir les flats, tu dois ouvrir... parce qu'en fait, en milieu amazonien, le paysage est généralement, en tout cas dans le plateau des Guyanes, est plat. Donc en fait, je sais pas, vous avez dû voir des images où vous voyez les méandres qui se referment d'une année sur l'autre de l'Amazon. Donc on les voit d'une année qui sont comme ça, et puis une autre année qui sont comme ça, et on devine encore l'ancien méandre. Donc en fait, dû à la topographie, le fleuve, et en fonction de la saison des crues aussi,
change son cours d'une année sur l'autre, le long de siècles, il change énormément. Donc les dépôts se concentrent pas uniquement sur le lit actuel, mais ils sont dans toute la région. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des flaps, des ouvertures, où en fait tout le fond des vallées alluvionnaires sont systématiquement décapés. J'aurais dû mettre des images pour pouvoir accéder à ces dépôts alluvionnaires qui ont plusieurs centaines d'années. Et du coup, c'est pas les mêmes forêts, parce qu'elles sont au bord de l'eau. Exactement, et en termes d'écologie, c'est des forêts qui ont aussi des valeurs, qui sont des écotones, qui permettent des flux qui sont aussi très très importants. Voilà. Le process d'orpaillage, il dure combien de temps? Et après, est-ce qu'ils remettent, en général, ils ne remettent pas la rivière après, sur son lit d'origine? Ça dépend, alors voilà, on rentre direct dans des détails techniques, mais ouais, donc, combien de temps ça dure? Le problème ou la question de l'orpaillage, c'est que comme beaucoup d'activités, en fonction du niveau de technicité, tu vas pouvoir récolter un certain pourcentage de l'or qui est accumulé au fond des rivières. Ce que je veux dire, c'est qu'au milieu du 19e siècle, en boom de l'activité minière en Guyane, les moyens techniques te permettaient de récolter peut-être 30% de l'or alluvionnaire. Aujourd'hui, en améliorant les pompes, avec les moyens mécaniques, avec les moteurs à pirogue qui te permettent de remonter plus haut et d'avoir accès à des endroits où tu n'avais pas accès avant, tu vas pouvoir récolter 40, 50, 60% généralement de l'or contenu dans les alluvions. Ce qui veut dire que tu as un système de repasse. Les rivières qui ont été détruites, qui ont été modifiées, qui ont été impactées il y a 50 ans, sont réimpactées aujourd'hui. Et probablement, si le niveau technique s'élève et que le cours de l'or continue à augmenter, et donc que ça continue d'être rentable, d'aller chercher les 20% qui restent dans 30 ans, il est probable qu'à nouveau, il y ait une nouvelle ruée vers l'or dans une trentaine d'années pour aller récupérer peut-être les 15% et une dernière, une quatrième, 15 ans plus tard. Donc, ça peut être très rapide, ça peut se faire sur des temps très courts, mais par des systèmes de repasse, tu as une destruction, une fragmentation périodique du milieu. Est-ce qu'ils remettent la rivière à son lit d'originel? Ils sont tenus de le faire. En fait, l'activité aurifère légale est tenue de le faire. Elle est tenue en fait, de minimiser ses impacts et donc en particulier de prévoir le contournement du fleuve ou de la rivière, le travail et ensuite la revégétalisation et le replacement de la rivière. Voilà. C'est par loi ou par règlement plutôt, tu dois le faire. Est-ce que c'est appliqué? Pas toujours. Et est-ce que les moyens mis en œuvre pour le vérifier sont mis en place? Rarement. Donc voilà. Donc ça reste une activité très très impactante sur le milieu. On va le voir. Et là on parle simplement des activités légales. Les activités illégales, et c'est toute la problématique de l'activité aurifère en Guyane, le très très lourd, il est lié à l'activité illégale, c'est-à-dire qui est en marge de la loi, mais de A à Z. L'activité légale, elle est en marge de la loi de A à M, peut-être, ou de A à L, mais l'activité légale, elle est de A à Z. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de planification, contournement artisanal, aucune remise en état du site et utilisation du mercure. Donc, voilà, c'est totalement illégal. On va creuser le sujet. Précisément, ce que vit actuellement la Guyane, c'est une deuxième ruée vers l'or. Cette deuxième ruée vers l'or qui a plusieurs origines. Donc, comme je disais, au milieu du 19e siècle, première ruée vers l'or qui s'éteint ou qui s'arrête dans les années 20 avec la crise financière, la première, et qui fait tomber dans l'oubli, avec les cours de l'or qui chutent, et qui fait tomber dans l'oubli l'or dans cette région-là, et qui ressurgit au milieu des années 80, au début des années 90, pour plusieurs raisons. Il existait encore de l'or, donc géologique. De l'or était toujours présent, comme je le disais. Il est possible d'avoir des phénomènes de repasse progressive et que ce soit toujours rentable de le faire. La présence, l'appui étatique de l'époque, l'État français a voulu que la filière se développe en Guyane. Pour ça, il a mis en place, il a créé il a recensé les ressources géologiques de la région. Il a fait la carte au trésor, en gros.
et l'a mis à disposition de qui la voulait bien pour pouvoir expliquer, pour pouvoir être sûr que les bonnes ressources allaient être développées par les bonnes personnes ou pas. Et le troisième point, c'est ce que j'expliquais, un progrès technique, présence de moteurs, présence de moyens mécaniques, de pelles mécaniques qui permettent d'avoir accès à des filons où auparavant tu n'avais pas accès. Donc c'est ces trois moyens qui justifient, qui rendent plus l'augmentation des cours de l'or, qui justifient et qui impulsent la nouvelle ruée vers l'or que connaît actuellement la Guyane. Entre la fin des années 80 et le début des années 2000, ça a vraiment été un petit peu encore une nouvelle fois, comme on le voit dans les films, ça a été la ruée vers l'or avec qui a suffisamment de courage pour s'aventurer en milieu d'une forêt amazonienne et travailler dans des conditions dures pour extraire de l'or. Il va, soumis à très peu de réglementation, très peu de régulation de la part de l'État, très peu d'encadrement, très peu de contrôle. Donc une activité qui se développe d'une façon anarchique, d'une façon informelle et avec un laxisme des autorités françaises. À partir du début des années 2000, l'État dit ça ne peut plus durer. Il va falloir qu'on change un peu la donne, il va falloir qu'on serre un peu la vis. Donc à ce moment-là, pour assainir l'activité, pour la faire sortir de son informalité, l'État rend applicable le code minier national en Guyane. Auparavant, il ne s'appliquait pas en Guyane. L'État commence à se soucier de la loi sur l'eau et de son application et de son applicabilité en Guyane. Et l'État, en 2004, interdit à partir de 2 années plus tard, de 2006, mais à partir d'un arrêté préfectoral de 2004, interdit l'utilisation du mercure pour extraire l'or, pour séparer l'or du sable aurifère. Le mercure, vous connaissez tous la toxicité de ce métal. À partir entre 2004 et 2006, donc l'État a impulsé politiquement, par moyens réglementaires et aussi par des aides, des moyens de séparation de l'or, par des moyens gravimétriques, c'est-à-dire qu'on ne sépare plus l'or par moyens chimiques grâce au mercure. On va utiliser sa densité différente des sables pour pouvoir le séparer. L'avantage, c'est qu'on n'utilise plus de produits toxiques. L'inconvénient, et ça c'est l'inconvénient pour les acteurs de la filière, c'est que ça demande une maîtrise d'outils techniques qui sont un peu plus compliqués que le mercure. Le mercure, c'est assez simple, il suffit de le mettre et ça va agréger les particules d'or, agglomérer les particules d'or. Après, il suffit de fondre, typiquement au chalumeau, la galette de mercure et d'or qu'on obtient pour que, comme le mercure a un point de fusion plus bas, le mercure s'évapore et donc il ne nous reste plus que l'or. À partir du moment où on décide de bannir le mercure, il faut utiliser donc d'autres outils qui demandent des capacités différentes, qui demandent des investissements différents. L'État français a beaucoup appuyé à travers des aides directes et indirectes pour qu'en 2006, la plupart des exploitants légaux adoptent ces pratiques et qu'aujourd'hui, 95% des légaux, des exploitants légaux, je dirais même plus, 99%. J'imagine qu'il y en a encore un ou deux qui doivent utiliser du mercure, mais la très grande majorité des exploitants légaux travaillent sans mercure. Et chapitre final à l'assainissement de la filière, l'adoption en 2011 d'un schéma départemental d'orientation minière, c'est-à-dire d'une planification, je vous parlais tout à l'heure, l'un des outils en Amazonie pour réduire l'impact de la bovinisation du territoire, c'est utiliser des zonages pour que les atouts, les forêts soient gérés à une échelle donc, du territoire et pas simplement mus par les simples intérêts individuels et la rentabilité économique, mais qui est une gestion la plus concertée possible. La même chose se produit sur la mine. On commence donc avec le SDOM, le schéma départemental d'orientation minière, comme son nom l'indique, c'est l'orientation minière, schéma départemental d'orientation minière. L'objectif, c'est de cartographier les ressources minières, le superposer avec d'autres usages du territoire, éco-touristique, nécessité de préserver l'eau parce qu'un village amérindien ou un village est à proximité, donc impossibilité de travailler dans cette zone, superposé avec la carte de la biodiversité, superposé donc avec les usages des ressources naturelles, et en superposant donc les ressources minières avec les différents usages du sol, on choisit, ici oui on a une ressource, mais on a aussi d'autres usages très importants
écotouristique, hydrique, sanitaire, même s'il y a une ressource, on ne va pas l'exploiter. Donc voilà, on fait des choix sur le territoire, on planifie où on va travailler et où on ne va pas travailler. On crée des no-go zones, des zones où on ne travaille pas et des zones où on travaille sous contrainte, etc. etc. C'est vraiment le chapitre final de l'assainissement de la Filmière. L'évolution et l'investissement progressif de l'État, à la fois pour la réglementation, mais aussi pour le contrôle, la mise en application des lois, la formulation des lois, mais aussi la mise en application et leur contrôle, a provoqué, ici on avait une masse confuse d'un développement anarchique où tout le monde était informel. En resserrant la vis, en créant des lois, en les faisant appliquer, on a créé 2 secteurs. Un secteur légal qui suit grosso modo, qui suit de plus en plus les lois, qui essaye de s'y adapter, tant bien que mal. Et un secteur illégal qui dit bon, « non, moi je ne veux pas jouer du tout le jeu, je vais fuir, je vais me cacher dans la forêt, je vais adopter d'autres dispositifs, je vais travailler d'une autre façon, totalement dans l'informalité, et en continuant à utiliser du mercure, et en détruisant des milieux naturels à l'intérieur d'aires protégées, etc. etc. Donc la façon dont la loi a été, en Guyane, développée et mise en œuvre, a créé ces 2 secteurs, avec un qui a totalement échappé au contrôle de l'État, et le seul moyen, donc, qui est maintenant la façon dont l'État tente de le contrôler, c'est à travers des opérations militaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des opérations qu'on appelle harpies. Voilà, des opérations officiellement de gendarmerie, pas militaire, enfin bref, qui permettent donc par la force d'essayer de gérer le développement de l'activité illégale. Cette activité illégale, elle est le fait de qui? Elle est généralement le fait de migrants venus du Brésil qui viennent chercher en Guyane une ressource, des moyens de survie qu'ils n'ont pas dans leur pays, donc des populations qui viennent généralement des coins les plus pauvres du Brésil, du nord-est du Brésil, qui acquièrent sur le terrain des pratiques d'orpailleurs, mais qui ne sont absolument pas nés orpailleurs. L'évaluation entre 5 et 20 000 garimperos, donc orpailleurs en Guyane, un chiffre vraiment flou, difficile de savoir exactement quel est le nombre de façon plus précise. Une production illégale qui varie entre, selon les estimations, là encore, ce n'est pas des estimations officielles, c'est des estimations obtenues en discutant avec des acteurs de la filière légale et des acteurs de la filière illégale, entre 5 et 8 tonnes par an. Une utilisation, je parle de l'orpaillage illégal, une utilisation quotidienne du mercure et un rejet direct dans le milieu, et des impacts très lourds en termes d'environnement, en termes de sociaux, dans la mesure où cette activité totalement illégale est alimentée par des réseaux de trafic d'armes, de drogue, de proxénétisme, des impacts économiques qui peuvent être importants pour l'image de la Guyane. C'est connu aujourd'hui comme le Far West de l'orpaillage. Donc, pour après faire venir les touristes, un petit peu comme dans le cas précédent, c'est pas la chose la plus simple. Et des questions en termes de politique et de souveraineté nationale, à partir du moment où l'État français n'est pas capable d'assurer sur ce territoire l'application des règles, des lois nationales, ça pose toute une série de questions en termes de souveraineté et de réelle présence de l'État et efficacité de la structure. Ouais. La production totale d'or? Elle varie. Alors voilà, en fait, la production totale d'or, on va la voir là. Elle a, ce graphique, il est intéressant. En orange, plutôt on va commencer par le vert. En vert, on a la quantité d'or officiellement produit en Guyane. Donc c'est un chiffre de la DRIR, enfin de l'ex-DRIR, donc la direction régionale de l'industrie, de la recherche et direction de la recherche, je pense pas que c'est si, il y a environnement peut-être, non. Bon, l'environnement, waouh. Et donc c'est ceux qui gèrent les mines, c'est l'administration en charge de la gestion des mines. Eux, c'est ce qu'ils déclarent année après année comme production annuelle, d'après la déclaration qui provient de la déclaration de production des exploitants légaux. En orange, on a la quantité déclarée par la douane, exportée
hors de Guyane. Alors on a quand même un territoire magique. C'est qu'on arrive à exporter plus d'or qu'on en produit. Donc c'est pas mal. Sans en importer. Voilà, le facteur importation est quasi nul. Selon les douanes, il est même nul tout court. Donc là, ce qu'on a, cette différence, c'est évidemment ce qui matérialise la production d'un or qui a été produit en Guyane, mais d'une façon illégale ou informelle, et qui, au moment de l'exportation, a réintégré la filière et finalement a été déclaré. Donc voilà, ça c'est le graphique de l'évolution de la production. On voit qu'elle a précisément, comme je disais, pente croissante jusqu'au début des années 2000, puis voilà, l'État a commencé à resserrer la vis, donc évidemment tout ce qui est production légale a fondu, et la production illégale ou informelle réintégrée a suivi. Et en fait, si on devait faire, selon les exploitants, si on devait suivre la courbe de production totale, parce qu'ici, évidemment, l'or illégal, produit illégalement, qui ne réintègre pas la filière et qui est vendu, par exemple, au Brésil ou au Suriname, apparaît pas ici. Selon les exploitants, si on devait faire la somme de l'or total, on monterait ici, on continuerait ici. Et donc ce gap ici, c'est le gap de l'or qui aujourd'hui est produit illégalement et ne réintègre à aucun moment la filière. La différence qu'on voit ici, c'est juste une petite partie de l'or illégal. Mais rien que cette petite partie, enfin, c'est de l'ordre de 2 tonnes. Au cours de l'or actuel, voilà. Vu à quel point les deux courbes sont parallèles, il n'y a pas, ça masque pas une fraude, ça, en fait, tout simplement les sociétés qui déclarent moins que ce qu'elles ont produit et qui écoulent le reste sous le coude, mais qui... Exactement, en fait, ça rend compte d'une pratique qui jusqu'au début des années 2000 était courante, qui était qu'en fait les entreprises, l'un des facteurs explicatifs, c'est que les entreprises avaient la possibilité de payer en nature leurs travailleurs. Et la plupart des travailleurs disent qu'ils ne voulaient même pas être payés en argent, mais être payés en or, parce que c'est ce qui au milieu de la forêt valait. L'euro ou le franc à l'époque, ça ne valait pas grand-chose. Par contre, la pépite, elle a toujours valu quelque chose au fond de la forêt. Et donc, ce que faisaient les entreprises, c'est si elles produisaient, on va dire, 300 kilos à l'année, total, décomptaient ce qu'ils payaient à leurs ouvriers, donc en termes de salaire, décomptaient aussi tous les investissements productifs, donc retombaient à 120 tonnes et déclaraient uniquement leur marge nette. Et donc c'est ce qui explique que les deux courbes s'emboîtent à merveille. Et là, ta chute, parce qu'en fait la chute elle est en 2003, Ouais. Elle est en 2002, 2003. Ouais, elle a commencé en 2002. Ça veut dire que concrètement, tous les producteurs d'or ils ont déjà anticipé les mesures, parce que si l'arrêté des 2004 est effectif en 2006, on voit que... Mais ça voilà. Et ça, c'est que l'arrêté. Ouais, ça, c'est que l'arrêté Mercure. Ouais. On voit sur l'eau et code minier 98. Donc en fait, tu as une mesure progressive depuis ici. Jusque-là, tu as une application progressive de loi de plus en plus contraignante. Il y a une chute qui est quand même assez brutale. Ouais. À un moment donné. Ouais. Ben, là, c'est effectivement... C'est une conjoncture internationale. De ce que disent les acteurs, c'est plutôt de la mise en œuvre, c'est réellement la mise en œuvre de lois qui ont été passées plus tôt. C'est-à-dire que quand, par exemple, le code minier adapté à la Guyane en 98, il est réellement appliqué, c'est-à-dire que des gens de l'ADRIR sont envoyés en hélicoptère pour aller contrôler et mettre des amendes ou procéder à d'autres saisies des années plus tard. Passant de l'informel à du plus formel, ça a été gradatif. Et je dirais plutôt que c'est l'accumulation des différentes lois qui ont fait que petit à petit, tu as un processus d'accumulation qui fait que tu as un écrémage. Comment fonctionne la filière de l'or en Guyane? En fonction des années, entre 60 et 80% de l'or produit en Guyane prend le trajet de la métropole. Le minier, exploitant minier guyanais, vend généralement, donc, quand il s'agit d'un minier de petite taille, vend à un comptoir, qui est juste un trader, un acheteur-vendeur d'or, qui va réunir les différentes ventes, 3 grammes ici, 25 grammes là, 50 grammes ici, pour faire des packs plus importants, et les expédier jusqu'en métropole. Un affineur qui, comme son nom l'indique, va purifier l'or,
l'or guyanais est relativement à un degré de purification naturelle ou un degré de pureté naturelle important. Mais pour arriver à l'or de bijouterie qui est, comme on dit, au 4,9 à 99,99% de pureté, il faut encore un traitement que seul l'affineur peut donner. Donc l'exportation, transport jusqu'en métropole, affinage, travail en joaillerie. Aujourd'hui, encore une fois, depuis la crise, l'or a de plus en plus été utilisé comme une valeur refuge, et donc l'or bancaire, là, les banques absorbent de plus en plus d'or, mais même aujourd'hui, l'or représente à l'échelle internationale et à l'échelle française, avec les chiffres que j'avais à l'époque, 60 à 70% est destiné à la bijouterie. Et avant la crise, on montait jusqu'à du 80%. Donc les 10% qui restaient, c'est l'or bancaire et les plombages et l'industrie qui utilisent pour des soudures ou pour des différents composants l'or. Moi, techniquement, c'est compliqué. L'or, ça se fond, ça se refond. Et en fait, pouvoir tracer, tu ne peux pas marquer, par exemple, c'est très très compliqué. Et la composition isotopique, elle varie, elle n'est pas assez précise. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas réussi une moyenne assez précise pour pouvoir marquer un or d'un gisement. On peut distinguer entre deux continents. Un or primaire africain va avoir une signature isotopique qui peut être différente d'un or guyanais alluvionnaire. Mais entre deux ors alluvionnaires guyanais, savoir qui est légal et qui est illégal et le suivre avec des compositions chimiques ou isotopiques, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc, non, pas de traçabilité de l'or à l'échelle internationale. Et alors voilà, comment fonctionne précisément, comme il n'y a pas de traçabilité, c'est assez simple. Il suffit que le trader, donc que l'acheteur d'or, achète une partie d'or produit illégalement, le déclare comme produit illégalement, ou le déclare simplement comme acheté. En fait, c'est ce qu'on verra, la loi française jusqu'à présent mettait pas en Guyane l'application de la loi de la garantie. La loi de la garantie, c'est une loi qui, en métropole, oblige toute personne qui travaille l'or, en fait le commerce ou travaille l'or, de déclarer à qui il a acheté l'or, combien, quand. Et cette loi, elle était en vigueur en métropole, en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe, mais pas en Guyane, le seul territoire français producteur d'or. C'est louche. Et donc grâce notamment à cette faille, il était très très simple pendant très longtemps d'intégrer de l'or produit illégalement. Idem à l'échelle de l'exploitation. Il suffit qu'un exploitant illégal vienne te vendre de l'or produit illégalement, que toi tu le déclares dans tes comptes d'exploitation pour qu'il soit à nouveau blanchi. Aucune traçabilité, aucune possibilité aujourd'hui physique de séparer de l'or qui a été produit illégalement avec du mercure dans une aire protégée d'un or qui a été produit légalement avec une concession attribuée par l'État. Un point important et qui a expliqué le phénomène de fuite de l'or, c'est qu'il n'est pas simplement réintégré à l'intérieur de la filière française comme je le montrais là. Il a été, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'une partie très importante de l'or a été coulée vers le Brésil. Ciao. Yeah. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les diamants du sang, où en fait les diamants sont produits d'un côté d'un pays, puis finalement sont transportés illégalement dans le pays voisin pour être vendus et pouvoir être exportés et financer des guérillas armées. On se retrouve dans le cas guyano-brésilien avec des dynamiques qui sont assez similaires, où en fait l'or produit légalement à l'intérieur, à partir des années 2000, où l'État a serré la vis et a rendu plus difficile le blanchiment de l'or illégal à l'intérieur de la filière légale. On a effectivement dynamisé un phénomène de fuite, où les producteurs illégaux ont juste à franchir la frontière pour aller vendre leur or du côté brésilien. Ce document, c'est un document, une photo qu'on a prise à l'équivalent du fisc brésilien, où ici on voit donc un commerçant qui déclare avoir acheté de l'or, 91,6 grammes, et un or qui avait pour origine le municipio d'Oiapoque. Oiapoque, c'est le municipio frontière, à la frontière entre le Brésil et la Guyane. Et donc qui explique que son or a été produit à Oiapoque. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de mine à Oiapoque. Et donc quand on fait les comptes à la fin de l'année,
je ne sais pas si je vous ai mis le graphique, non, je ne vous l'ai pas mis, on a près d'une tonne et demie, en fonction des années, entre 700 kg, 1 tonne et demie, voire 2 tonnes d'or qui sont déclarés comme produits à Oiapoque, donc dans la commune frontière brésilienne, sans mine. Donc voilà, c'est un moyen très très simple de blanchir, le déclarer comme produit officiellement au Brésil. Bon, face à cette situation, on va très très vite, le WWF a mis en place un programme d'action à l'échelle des 3 Guyanes qui s'intéresse donc à la gestion des aires protégées, à l'exploitation forestière durable, à la conservation d'espèces emblématiques et à la réduction des impacts de l'exploitation aurifère. Et avec une composante de réduction des impacts de l'exploitation aurifère très très importante, ça a été un des moteurs de ce programme. Pour les moyens que nécessitera de travailler sur l'or, sur les filières illégales, pour les coûts que ça représente, pour les échelles d'action à laquelle on est obligé de travailler. Aujourd'hui, le WWF est la seule ONG à travailler sur l'exploitation aurifère illégale. Sur l'exploitation aurifère illégale, d'autres associations guyanaises ou métropolitaines travaillent sur ces questions-là. Sur l'or illégal, le WWF est le seul. Précisément parce qu'il est face à des systèmes d'action qui sont transnationaux, qui baignent dans l'informalité et dans l'illégalité. Les axes stratégiques d'action, promouvoir la transparence et la collaboration dans la prise de décision concernant la lutte contre l'orpaillage illégal. Pourquoi ? Parce que l'État met en place, comme je le disais, la gestion du territoire. Du point de vue de l'État, c'est des opérations de lutte armée contre l'orpaillage illégal. Mais quand on suit la production illégale ou quand on essaye de l'évaluer, on se rend compte qu'en nombre de personnes d'orpailleurs illégaux en dégâts, on se rend compte que la courbe ne cesse de monter. Donc on se demande comment ça se fait que autant de moyens soient dépensés et qu'on ait si peu de résultats environnementaux. Beaucoup de questions ont été posées à l'État et l'État français, jusqu'à présent ou jusqu'au milieu de l'année dernière, a décliné les réponses en disant qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale et que donc de quelle mission, quand, comment, avec quels résultats, c'est pas des questions qu'on pose en France, une ONG ne va pas demander ça. Donc on avait aucune... La dernière carte produite sur les impacts de l'or en Guyane, hormis celle que je vous ai montrée au début, qui a été donc financée par le WWF pour qu'on ait une petite idée de ce qui se passe, est remontée à 2008. Préalablement, je crois 2006 même. 2006, est remontée à 2006. Donc avant qu'on produise cette carte en 2011, et qui a été produite donc par une ONG, pas du tout par l'État, on n'avait aucune idée de l'impact de cette activité sur le territoire. Aucune information dans le domaine public et donc aucune évaluation possible des résultats de l'action et de la gestion forestière. L'autre axe stratégique, donc d'où l'idée de promouvoir la transparence pour qu'on puisse savoir, ok, des actions sont mises en œuvre, mais quels sont les résultats ? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de travailler d'une autre façon pour pouvoir les améliorer, etc., etc. Mieux comprendre ce qui se passe et mieux comprendre les impacts de la lutte légale, de la lutte mise en place par les pouvoirs publics. Promouvoir des réformes réglementaires et légales, c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'aperçoit que la loi de la garantie, donc qui adoptée, dont le décret d'application spécifie la métropole, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion n'étaient pas applicables avant en Guyane et donc représentaient un moyen très simple de blanchir de l'argent et de blanchir de l'or. Soutenir des alternatives techniques, donc voilà, l'idée de la traçabilité. L'un des projets actuellement qu'est en train de développer le WWF en Guyane, c'est précisément de voir s'il est possible de trouver un moyen, un isotope ou d'un moyen chimique ou isotopique pour pouvoir essayer de tracer l'or. Peut-être qu'on ne pourrait pas tout distinguer deux filons qui sont très très proches, mais peut-être qu'à l'échelle même de la Guyane ou à l'échelle des plateaux des Guyanes, on pourrait essayer de trouver des signatures qui nous permettraient d'en savoir un peu plus sur l'origine et donc de voir si l'or a été produit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une concession légalement attribuée. Et l'autre point, c'est évidemment travailler sur la filière, sur les consommateurs finaux, où on se rend compte que c'est quand même une filière qui est énormément mue par la consommation d'or, bijouterie. Donc, quelque chose qui est très très proche du consommateur, quelque chose qui est souvent associé à des très très bons sentiments. Enfin, voilà, on parle de la bague de fiançailles, de mariage, etc., à tous les petits cadeaux.
Et donc l'idée a été de dire mais il faut qu'on alerte le consommateur final, pas forcément pour aller sur du boycott, mais c'est pas la philosophie du WWF, mais travailler sur de la conscientisation pour demander précisément de la traçabilité. À l'heure où tu achètes un bijou, demande à ton bijoutier, mais dis-moi, il vient d'où cet or et comment tu me garantis qu'il a été produit d'une façon respectueuse de l'environnement et des règles élémentaires du droit du travail. Et finalement, un autre axe d'action était effectivement de stimuler la coopération bilatérale. On se rend compte qu'on est face à des enjeux qui sont transnationaux, des flux humains qui vont du Brésil jusqu'en Guyane, des flux d'or qui vont du Brésil, de la Guyane jusqu'au Brésil, des flux de matériel qui peuvent aller venir du Suriname jusqu'en Guyane aussi. Si une coopération régionale n'est pas mise en œuvre, il y a très peu de chances que ça marche. Donc des actions, ce que je comptais vous montrer, mais on va s'arrêter là, c'est que les actions ont été mises en place par le WWF avec un certain succès. On a, grâce à l'appui de la députée Taubira, la loi de la traçabilité a finalement été adoptée et appliquée en Guyane en fin 2010. Grâce à la venue de la présidente du WWF, le précédent préfet s'est engagé à rendre public mensuellement ou trimestriellement, je ne sais plus exactement, les résultats des opérations Harpie. Malheureusement, dans le deuxième cas, finalement, le pacte n'a pas été respecté. En fait, un engagement avait été donné. Et aujourd'hui, on n'est plus sur des impacts quand la communication elle est réalisée. Elle est encore sur des moyens mis en œuvre. Donc, combien d'hommes ont été envoyés, combien de vols d'hélicoptères, combien de trajets d'hélicoptères, mais qu'est-ce que ça a résulté en termes d'impact sur le milieu, on en est à combien de cours d'eau déviés et détruits, on en est à combien de superficie, quelle est la superficie défrichée. On n'a toujours aucune idée de la dynamique en Guyane. Et idem sur la coopération régionale, un accord a été signé en 2003 et finalement ratifié par la France en 2008 et ratifié par la France en 2011. Et aujourd'hui, un accord de coopération bilatérale pour lutter contre l'orpaillage illégal entre la France et le Brésil. 3 ans pour être ratifié en France et il n'a toujours pas été ratifié au Brésil. Donc on est face à des pouvoirs publics qui d'un côté peuvent avoir des messages face à la population qui est on fait notre maximum pour régler le problème. Mais quand on creuse un petit peu et qu'on voit les marges de manœuvre qu'ils ont, il semble qu'ils ne saisissent pas le problème comme ils le devraient. Donc on a un État français donc à la fois en termes d'avance sur la transparence, à la fois sur la traçabilité, à la fois sur la coopération régionale. L'acteur qui ne veut pas jouer le jeu, c'est l'acteur étatique. Et un moyen, et donc que toutes les actions qu'on a pu mener comme WWF ont eu un certain succès, on a obtenu des gains, mais des gains qui n'ont pas encore permis de changer le système, d'endiguer de façon marquée l'orpaillage illégal en Guyane. Et pourquoi? C'est précisément parce que l'une des raisons, c'est que sur certains cas, l'État ne joue pas le jeu. Et c'était un moyen d'expliquer comment comprendre une politique publique et rappeler que l'État, comme on l'a vu tout à l'heure, de la même manière qu'un maire, quand on parle du maire des éleveurs, c'est un acteur qui prend parti et qui a une vision du territoire et qui a des intérêts sur le territoire et qui va faire son possible pour pouvoir répondre à ses intérêts. De la même manière, si on monte les échelles administratives ou les échelles de gouvernance, une politique publique nationale, c'est aussi, comme le décrit Paul Sabatier, donc c'est un modèle qui explique le changement des politiques et qui a été très appliqué pour comprendre l'évolution des politiques environnementales de par le monde, et qui explique que les changements brutaux de politique publique s'expliquent par des changements de coalition dominante dans la prise de décision. Et qu'en fait, une politique publique, c'est d'abord un système de croyances qu'articule une visée normative et des outils pour atteindre et des hypothèses pour atteindre ton objectif normatif. Et que le seul moyen pour qu'une politique change, c'est qu'une coalition parvienne à dominer l'autre. Et que cette capacité d'une coalition dominée à devenir une coalition dominante, elle n'est pas liée simplement à ce qu'on pourrait appeler l'évaluation des politiques publiques,
Enfin, je suis l'État, je mets en place une politique publique, par exemple de contrôle de l'orpaillage illégal. Chaque année, je la vérifie, je vois que je n'obtiens pas mes résultats, j'essaye de la corriger pour l'améliorer. Selon le modèle, cette dynamique de production des données liées à la correction et au suivi des politiques publiques, elle ne permet pas de changer les rapports de force. Le moyen pour changer les rapports de force, et si je leur explique, c'est vraiment selon le modèle, c'est des événements externes qui vont permettre à une coalition, à la faveur par exemple d'une catastrophe internationale, d'être dominée à dominante. Enfin, j'imagine par exemple que la catastrophe au Japon l'an dernier a permis à certaines coalitions, vous avez dû en entendre parler, jusqu'à présent de ne pas avoir voix au chapitre dans certains pays, et tout d'un coup la politique énergétique est revue parce qu'un facteur externe alerte l'opinion publique, et tout d'un coup on tient compte d'opinions auxquelles on n'accordait pas beaucoup de crédit auparavant. Et les facteurs externes qui expliquent et qui permettent de comprendre ces changements de rapport de force sont liés soit à des changements de conditions socio-économiques, soit des changements gouvernementaux, élections, soit à des décisions politiques et des impacts venant d'autres sous-systèmes. Donc voilà, un sous-système santé qui peut affecter un sous-système environnement. Donc voilà, le point clé était ici de rappeler encore une fois qu'un acteur étatique, c'est un acteur qui a une vision du monde, une vision du territoire, et qui, en fonction de cette vision et des outils dont il dispose, va mettre en place certaines politiques. Ce n'est pas des politiques qui sont écrites dans les tables de la loi. Elles ont toutes leurs limites. Et elles peuvent parfois freiner le changement et évidemment maintenir le statu quo face à des ONG qui tentent d'impulser du changement pour de l'amélioration environnementale. En conclusion, waouh! Ouais, vous les connaissez, les conclusions que vous avez écoutées pour les différents cas. Voilà. Donc ouais, les acteurs ne sont pas toujours ceux qui semblent être, donc attention quand on qualifie les petits paysans, etc. Le cas, ouais, on va passer. Et juste pour dire, pour terminer, que voilà, l'action en faveur de l'environnement n'est pas un long fleuve tranquille, elle répond à des modes d'action efficaces et structurés de dégradation de l'environnement. C'est un point clé, parce que là, c'est pas toujours... on pense souvent, si l'environnement est dégradé, c'est pas par la malintention, c'est pas par malveillance, c'est plutôt par distraction. Mais en fait, quand on commence à étudier les systèmes organisés, les systèmes politiques, donc comme je le montrais, à la fois une structuration verticale et une structuration horizontale, on voit que des mécanismes à l'œuvre très efficaces de fragmentation et de destruction du milieu sont à l'œuvre, et cette organisation fonctionne terriblement bien, notamment en Amazonie. Que l'action en faveur de l'environnement, elle génère des oppositions. Cette action en faveur de l'environnement, en faveur du changement, elle génère des oppositions organisées et stratégiques capables de reconfigurer les gains environnementaux acquis, comme je disais en Guyane, comme j'essayais de le montrer. Une action, et comme l'expliquait aussi l'intervenant qui était là avant, Stéphane, une action environnementale qui vise un changement va induire des réponses de la part du système des acteurs qui va minimiser les gains qu'il a pu obtenir dans un premier temps. Donc on a un système d'absorption à la fois de la critique et de l'action de changement et d'adaptation. Et cette action en faveur de l'environnement, elle s'insère dans une dialectique de gestion du territoire qui s'articule autour de moments conflictuels. Une dialectique, c'est vraiment cette idée de action-réponse, action d'un acteur qui décide de changer le système, réponse de la part des acteurs qui ont intérêt à ce que le système continue sur sa forme actuelle. Et que c'est pas qu'on est des obsédés du conflit, mais c'est qu'on pense que de la phase conflictuelle, en analysant des phases conflictuelles, elles peuvent ressortir les rapports de force qui, dans des phases plus pacifiées, sont moins perceptibles. Donc les facteurs conflictuels peuvent être révélateurs des rapports de force sous-jacents, des intérêts sous-jacents, des dynamiques sous-jacents, des interactions, et qu'en lisant, en s'intéressant au moment de conflit, au moment où ça ne va pas bien, non seulement on peut comprendre mieux le système, mais on peut peut-être avoir des meilleures clés pour pouvoir le faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Voilà. Bonne nuit à tous. Ciao. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop de questions. Mais sinon, par mail, pas de problème.